Donc, je vais faire cette présentation pendant une demi-heure et ensuite nous pourrons échanger si vous avez des questions. Alors, je m'excuse d'avance, les diapositives vont être en anglais puisqu'un certain nombre d'inscrits viennent de pays étrangers. Donc, je pense que ça sera plus simple pour eux de suivre la présentation avec des diapositives en anglais. Mais rassurez-vous, il y a assez peu de texte. Assez peu aussi de formules chimiques, si je peux vous rassurer jusqu'au bout. Donc, bien, commençons. Donc, réduire l'impact des odeurs de fumée sur les vins. Alors, bien évidemment, ce webinaire vient dans un contexte un peu malheureux pour le sud de la France et notamment la Provence. Mais ces incendies dans les vignobles sont récurrents et de plus en plus récurrents. Et vous avez tous en tête dans les dernières années les énormes incendies qui ont pu avoir lieu en Australie, au Chili, en Californie, en Afrique du Sud, donc plus récemment chez nous, au Portugal, en Oregon également l'année dernière. Donc, lié ou pas au changement climatique, on ne va pas rentrer dans la polémique, mais la fréquence de plus en plus importante semble quand même bien être liée à des phénomènes de sécheresse très importantes dus à ces changements climatiques. Euh, si on parle des odeurs de fumée dans les vins, elles ont été décrites à la fin des années 90, début des années 2000, avec une description assez précise d'un certain nombre de marqueurs chimiques et également d'un mécanisme particulier dont nous parlerons et qui sera très important à prendre en considération, vous le verrez par la suite, ce mécanisme de glycosylation des composés à odeur de fumée. Donc c'est un sujet qui, vu la fréquence des incendies en Australie et aux États-Unis, a été beaucoup étudié par la WRI, donc en Australie, et également l'université Davis en Californie, et plus récemment avec l'université de Stellenbosch en Afrique du Sud. Bon, d'autres équipes de recherche ont bien évidemment apporté leur pierre à l'édifice, à la connaissance de ces composés et des mécanismes. Mais ce sont vraiment les trois plus gros contributeurs au sujet. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un peu une revue, un état des connaissances sur ce sujet-là. Donc, je me suis basé sur les travaux essentiellement de la WRI, de l'UC Davis et de l'université de Stellenbosch. Et dans un deuxième temps, je vous présenterai quelques résultats que nous avons eus dans des projets collaboratifs justement avec la WRI et l'université de Stellenbosch pour tester et adapter les solutions que nous proposons pour remédier à ces odeurs de fumée. Alors déjà les marqueurs chimiques moléculaires. Donc on a souvent l'impression qu'avec 6 composés, on arrive à décrire les odeurs de fumée, ayant en tête quand même que il y a plus de 500 composés volatiles composant les fumées et contribuant donc à l'odeur caractéristique des fumées d'incendie qui ont été identifiées, avec des classes chimiques extrêmement différentes et la présence et la répartie et les proportions des différents composés dépendent essentiellement des végétaux qui brûlent. Donc que ce soit des résineux, des feuillus, des graminées, selon le type de végétation qui brûle, la fumée va avoir une composition chimique différente et donc les goûts de fumée transférés au raisin peuvent avoir donné des profils un peu différents. Quoi qu'il en soit, on considère que 6 composés, vous les avez listés ici, sont véritablement clés pour, en termes de contribution à l'arôme à cet arôme de fumée. Donc vous voyez, ces composés-là sont des phénols plus ou moins hydroxydés, plus ou moins substitués.
Donc, le phénomène qui explique qu'après l'exposition des vignobles aux fumées des incendies, on ait ce transfert de goût de fumée et l'absorption sur la pruine du raisin d'un certain nombre de ce composé. Donc, c'est un phénomène tout à fait passif, mais l'affinité entre les composés et la pruine, hein, donc cette cire qui enveloppe les baies de raisin, est telle qu'une fois que ces composés sont absorbés, ils ne se désorbent pas de manière significative. Et donc, on les retrouve sur les raisins que l'on récolte. Le deuxième mécanisme, à côté de ce mécanisme passif d'absorption, est un mécanisme qui a été mis en évidence et qui au départ était relativement surprenant. C'est une glycosylation d'un certain nombre de ces composés par la baie de raisin. Donc la baie de raisin est un organe végétal qui a une activité physiologique et qui est capable, notamment les cellules de la pellicule, de glycosyler un certain nombre de composés. Et en l'occurrence, les composés absorbés sur la pruine, pour un certain nombre, sont sujets à cette glycosylation, ce qui fait que l'on retrouve, à côté de ce qu'on appelle les composés libres, directement odorants, des glycosides ou des glycoconjugués dans les cellules de la pellicule, et qui, eux, ne vont pas être directement odorants. Ils sont extrêmement polaires, non volatiles, donc ils ne sont pas odorants. Alors, cette glycosylation est une réaction générale qu'on retrouve dans la baie de raisin et qui est une réaction très efficace, une réaction de conversion très efficace, puisqu'on considère que, mais on verra que c'est modulé selon le moment où adviennent ces incendies et cette exposition à la fumée, mais on peut considérer que 90 à 95% des composés sont sous forme liée et que les composés libres, donc que vous pouvez sentir dès le raisin ou dès l'obtention des mous, ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Alors, ces composés, on reprend, donc on a, par exemple, là j'ai pris deux phénols composant les odeurs de fumée, donc présents sous forme libre, et vous allez voir qu'en fait la baie de raisin est capable de glycosyler et de manière assez complexe et de créer des structures assez complexes. Donc, puisqu'on va de simples glucosides, donc avec une seule molécule de glucose, à des diglucosides, ici deux molécules de glucose, donc liées à ces phénols volatiles, et ensuite un certain nombre de précurseurs, on va dire plus complexes, où interviennent des sucres en seconde position, des sucres un peu plus complexes comme le rhabnose, l'arabinose ou la piose, toujours avec une molécule de glucose. Donc vous voyez qu'on se retrouve dans des composés liés avec une grande complexité de structure, à l'image de ce qu'on retrouve d'ailleurs dans le potentiel aromatique positif de type glycosylé dans les baies de raisin. Alors, pourquoi s'intéresser à ces glycosides alors qu'ils sont inodores? C'est parce qu'ils ne restent pas sous forme de glycosides lors du l'élevage ou du stockage des vins et même après la mise en bouteille. Et qu'en fait, on assiste dans le vin, qui est un milieu naturellement acide, à une hydrolyse progressive de ces glycosides. Si bien qu'on a classiquement une augmentation de l'intensité des goûts de fumée. Si on part d'un vin jeune, vous voyez l'augmentation des différentes classes ici de deux composés au cours du temps. Et qui font considérer ces glycosides comme une véritable bombe à retardement. L'autre caractéristique de ces glycosides, c'est que malheureusement, dans les traitements, notamment les traitements d'absorption ou d'élimination, on en reparlera un peu plus tard, qui peuvent être à disposition de l'œnologue, eh bien, ces glycosides ne sont que très peu vraiment à la marge
affectés par ces traitements parce qu'ils sont extrêmement polaires et donc ont une affinité très importante avec le mou ou le vin. Alors, quel est le... Donc, je vous ai dit que globalement, on considérait que la majorité des composés étaient sous forme liée, mais tout va dépendre en fait du moment d'exposition du vignoble au fumé par rapport à la phénologie du raisin. Et donc, ça a été mis en évidence par les équipes australiennes notamment. Et que en fait le risque d'avoir des composés liés commence à être important à partir de la fermeture de la grappe, et il est très fort si les incendies ont lieu au moment de la véraison ou juste après la véraison. Normalement, si les incendies ont lieu au moment de la récolte, euh, si on a toujours des formes libres de manière importante, le risque d'avoir des formes liées de manière importante est un peu plus réduit, puisque la baie de raisin n'a pas un temps important pour réaliser la réaction de glycosylation. Donc tout ça est tout à fait logique par rapport à la réaction de métabolisation des formes libres et la production donc de formes liées. Alors, quelle est la première question? C'est comment peut-on évaluer cette présence et ce risque d'avoir des vins marqués par des goûts de fumée? Pour les formes libres, évidemment, disposition, si on veut être extrêmement précis, des analyses de ces formes libres qui sont maintenant, je dirais, des analyses quasi de routine et proposées par de nombreux laboratoires, dont je ne vais pas les citer parce que j'en oublierai, mais je pense qu'un certain nombre de laboratoires ont déjà communiqué sur leur possibilité de vous fournir une information quant au niveau de contamination des raisins sur les formes libres. Je vous donne simplement une information. On considère qu'à partir de 30 à 50 microgrammes par litre pour le gaiacol et le méthoxygaiacol, on est au-dessus du seuil de perception et donc il y a un risque que les odeurs de fumée soient perceptibles dans les vins. En ce qui concerne les composés liés, l'analyse est beaucoup plus complexe et à ma connaissance, elle ne se fait à l'heure actuelle que dans des laboratoires de recherche. C'est une analyse relativement longue, très coûteuse, donc difficilement compatible avec les contraintes sur le terrain. On peut également avoir recours à de l'analyse sensorielle. Alors, sur les baies, pour ce qui est des composés libres, ça marche bien évidemment. Sur les vins aussi, hein, et donc c'est des évaluations relativement faciles vu l'impact odorant de ces composés. Par contre, pour les formes liées, on est toujours face à cette problématique, c'est que tant qu'ils sont liés, ils ne sont pas odorants. Et donc, il faut avoir une préparation d'échantillons qui permettent leur libération et ensuite analyser sensoriellement les vins. Donc, ça peut se faire en laboratoire ou sur une paillasse sur de petits échantillons de mou ou de vin avec un traitement, donc une hydrolyse. Nous préférons préconiser une hydrolyse enzymatique qui respecte un peu plus les composés de fumée liés et impacte un peu moins l'ensemble des composés aromatiques et le profil du vin. Donc vous avez ici les conditions hein, et on reparlera de cette enzyme-là. Donc fort taux d'enzyme, une température élevée pour accélérer la réaction enzymatique et bien évidemment un contrôle sans addition d'enzymes mais stocké dans les mêmes conditions de température et pendant le même temps. Vous pouvez également avoir recours à une hydrolyse que l'on qualifie de chimique, qui correspond à un chauffage à 100 degrés d'un échantillon de vin pendant 1 heure. Mais là, les modifications du profil des vins risquent de rendre l'analyse sensorielle ensuite un peu difficile avec l'apparition de notes de fruits cuits, de pruneaux, des notes d'oxydation qui peuvent interférer avec les odeurs de fumée libérées.
Alors, quels sont, maintenant qu'on a abordé comment évaluer le risque, quelles sont les lignes directrices pour éviter ce transfert des goûts de fumée du raisin au vin? Euh, la première des choses, c'est d'éviter évidemment d'extraire trop ces composés. Je vous ai dit que les composés libres étaient sur la pruine, les liés dans les cellules de la pellicule du raisin. Donc tout ce qui est pressurage direct pour les blancs ou les rosés ou des faibles macérations pour les rouges sont plutôt en faveur d'une faible extraction également de ces composés. Je mettrai un bémol à la suite de certains essais faits par ETS aux États-Unis. Je mettrai un bémol sur les courtes macérations en rouge, parce qu'en fait, on s'aperçoit que les composés libres et liés sont aussi extractibles aussi rapidement extraits que les anthocyanes. Pour une production, une macération très brève en rosé, pourquoi pas, mais dès qu'on va vouloir atteindre en macération une couleur rouge, eh bien, on extraira en quantité importante ces odeurs de fumée. Au niveau fermentaire, et ça c'est un résultat relativement intéressant et nouveau puisqu'il a été présenté lors de la conférence de la Société sud-africaine d'énologie et de viticulture en novembre ou décembre 2020, si je ne me trompe pas. C'est l'utilisation de certaines souches de levure ou de bactéries qui ont montré une potentialité à diminuer les quantités de composés libres. Il n'y a pas eu d'analyse sur la fraction glycosylée. Donc pour les levures, les conclusions de cette étude, c'est que il faut favoriser des levures qui augmentent le fruité des vins de manière importante, et d'ailleurs les conditions de vinification également qui augmentent les notes fruitées, qui vont jouer un rôle de masque, mais également choisir un certain nombre de souches de levure qui diminuent, et là c'est l'analyse chimique qui l'a montré, qui diminue certains composés libres, alors soit par absorption, soit par métabolisation, le mécanisme n'est pas encore élucidé. Mais quoi qu'il en soit, cette étude a pu montrer notamment que les levures 2013 et NT 112 de la gamme Encore étaient de bonnes candidates donc à privilégier en termes de fermentation pour avoir ces phénomènes de diminution des composés libres. Le scénario de fermentation malolactique est également important et la co-inoculation semble un meilleur choix que l'inoculation séquentielle. D'une part parce qu'elle va augmenter également de manière plus importante le fruité des vins selon la souche choisie, donc toujours avec ce rôle de masque. Ensuite, également selon la souche choisie, on va avoir des notes épicées. C'est le cas de notre bactérie encore solo select, qui vont amplifier ce rôle de masque. Alors, vous me voyez répéter souvent cet aspect de masque. Aucune des techniques que je vous ai détaillées jusqu'à présent et que je vous détaillerai ensuite n'est à même d'éliminer 100% des molécules. Donc, il faut combiner et compiler un certain nombre de techniques et augmenter les masques aromatiques va pouvoir aider, notamment sur les vins jeunes, enfin, c'est une aide supplémentaire pour essayer de s'affranchir olfactivement des défauts dus aux odeurs de fumée. Alors, une fois que vous avez pu mettre en place ces deux étapes, bien, il faut aller dans le dur et essayer d'éliminer, si ça n'a pas suffi, d'éliminer les odeurs de fumée résiduelles, qu'elles soient sous forme libre, mais également sous forme liée. Hein, je vous rappelle ce risque de bombe à retardement que constituent les formes liées.
L'élimination des formes libres va aider à résoudre le problème à court terme. Et ce que nous sommes attachés à mettre en évidence, et pour vous proposer un protocole adapté, c'est d'essayer d'éliminer également les formes liées pour prévenir la réapparition de ces odeurs de fumée au cours de l'élevage ou pire au cours du stockage des vins en bouteille. Et ce qui nous a amené à parler de ce concept de libérer et éliminer, qui sont en fait les deux volets des techniques de remédiation aux odeurs de fumée dans les vins. Alors revenons de manière un peu plus schématique à ce problème des glycoconjugués, donc cette bombe à retardement, dont l'élimination est véritablement la première étape quand on veut traiter des vins atteints de goût de fumée, si on a décelé qu'il y avait ce risque. Donc si on regarde en fait attentivement les structures impliquées, on retrouve tout à fait les structures impliquées dans les arômes positifs glycosylés, avec des rhamnosides, des arabinoglucosides, des apioglucosides et des glu et diglucosides. Et donc il y a maintenant plusieurs années de cela, donc DSM et Unovant ont développé justement une formulation enzymatique présentant différentes glycosidases, et cette formulation, de par sa composition et sa concentration, est à même d'hydrolyser, donc là en l'occurrence des terpénols, des arômes positifs, avec ces structures de glycosides. Et le but des recherches que nous avons menées et qui sont confirmées par la littérature, c'est que ce type de formulation enzymatique, donc comme rapidase révélation aroma, est également tout à fait apte à hydrolyser de manière efficace un certain nombre de glycosides de composés de fumée. Donc, qui est la première étape pour l'élimination plus complète du problème. Donc, une fois les composés libérés, on peut alors envisager d'éliminer les composés, donc à la fois les composés libres préexistants et puis ceux que l'on a libérés par le mécanisme d'hydrolyse enzymatique. Et à ce niveau-là, pour essayer d'être complet, il y a différentes techniques à votre disposition, des charbons actifs qui peuvent être très efficaces, mais dont l'efficacité dépend du charbon considéré, de la formulation, et qui, à fort dosage, peuvent amener à l'élimination d'autres composés plutôt d'intérêt. Donc, je vous renvoie à la note technique qu'a publiée l'IFEV très récemment, avec la comparaison d'un certain nombre de formulations de charbon et les préconisations qu'ils peuvent avoir. Au niveau réglementaire, vous voyez que l'utilisation ne pose pas de problème au niveau européen, au niveau des règlements, de la plupart des règlements bio, ainsi que le règlement NOP américain. L'osmose inverse est également un procédé, donc là une technique qui est mise en avant, qui est probablement la plus efficace, avec quand même deux gros inconvénients, c'est qu'elle nécessite un équipement particulier et elle n'est pas autorisée, donc elle est interdite au niveau européen, puisque la seule application pour laquelle elle est autorisée par l'OIV et du coup par l'Europe, c'est l'élimination des phénols volatiles, donc issus des contaminations par Brettanomyces quand elle est couplée à l'utilisation de charbon. On constate également sur ces techniques d'osmose inverse quand elle est poussée qu'il y a une perte de quelques composés d'arômes. Ce que nous proposons, nous, en termes d'absorption, sont des absorptions à partir de parois de levure.
qui subissent un traitement particulier, le procédé halo, qui permet d'augmenter de manière considérable leur niveau de leur capacité d'absorption. Bon, l'inconvénient, c'est que ces parois de levure, de manière réglementaire, sont limitées à 40 grammes par hectolitre. Bon, comme les charbons, elles sont autorisées en revanche au niveau européen dans les règlements bio et dans le règlement NOP américain. Donc il y a également cette possibilité de parois de levure formulation particulière, donc qui est vendue sous le nom commercial d'Extrafer. Venons-en maintenant à la deuxième partie donc de mon exposé sur les résultats obtenus. Donc vous voyez très récemment, 2019-2020, de deux études que nous avons menées. Le premier avec l'université de Stellenbosch sur des bases plutôt sensorielles, et le deuxième avec la WRI avec un suivi analytique poussé, comme sait le faire cet institut australien. Donc pour la première approche, donc avec l'université de Stellenbosch, nous avons travaillé sur des raisins qui ont été artificiellement contaminés, exposés à des fumées. C'était du raisin de Syrah, donc placé après récolte dans des boîtes fermées et donc que l'on exposait à de la fumée, un peu fumage de saumon pendant 2 heures. Et on répétait le traitement à la fumée après 24 heures. Et ces raisins, après avoir été laissés 24 heures supplémentaires, étaient vinifiés. Donc une vinification en rouge classique. Et ont été testés donc notre enzyme glycosidasique, rapidase révélation aroma, avec une exposition très brève, 7 jours à 3 grammes par hectolitre, qui est le dosage normal pour cette enzyme. Et puis différents traitements d'élimination, et notamment Extraferm, qui a été appliqué, et je vous expliciterai un peu pourquoi, à deux traitements de 20 grammes par hectolitre, séparés par un soutirage entre les deux traitements. Donc les résultats que l'on a pu observer, c'est d'abord une augmentation de l'intensité des smoke times due au traitement avec les glycosidases par rapport aux vins qui n'avaient pas été traités. Donc, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, qui veut dire que l'hydrolyse enzymatique fonctionne pour libérer ces composés de fumée. Le jury était suffisamment pertinent et entraîné pour déceler également une augmentation du fruité des vins qui avaient été traités avec rapidase révélation aroma, que l'on corrèle avec la libération, l'hydrolyse des arômes positifs glycosylés qui sont connus pour apporter des notes fruitées ou exhauster les notes. Quand on regarde l'aspect ensuite traitement d'élimination, il est clair que au niveau analytique, Extraferm, même employé aux 2 doses, n'est pas capable d'enlever l'intégralité des composés donc libres et libérés. Mais dans tous les cas, avec le traitement enzymatique et l'augmentation du fruité des vins, les vins traités par Extraferm ont été les vins préférés de l'ensemble des traitements d'élimination. Les charbons actifs ont donné de bons résultats, mais avec des éliminations moins positives dans ce cas-là et des possibles effets secondaires au niveau de la couleur. Donc, je vous ai détaillé le traitement Extraferm que nous préconisons donc dans ce cas spécifique des odeurs de fumée. Donc, le vin après le traitement enzymatique, une première addition à 20 grammes par hectolitre d'Extraferm, puis un souterrage après 48 heures. Extraferm se dépose très rapidement
Donc le soutirage est relativement aisé. Et la répétition du traitement d'extraferme à 20 grammes par hectolitre. Et nous préconisons également un faible dosage de bentonite pour inactiver l'enzyme et ensuite donc élimination dans les lits de l'activité enzymatique comme des odeurs de fumée retenues par les parois de levure. Donc c'est ainsi qu'on arrive à maximiser avec ces deux ajouts séparés par un soutirage, à maximiser l'efficacité du traitement extraferme et également d'ailleurs des traitements par charbon actif. Passons maintenant à la deuxième étude, donc avec la WRI, pour lequel, notamment dans la première phase, on s'est attaché à voir l'efficacité du traitement enzymatique et notamment à trouver le bon dosage, la bonne température et le bon temps de contact. Et dans une phase 2, mais les résultats ne nous sont pas complètement parvenus, donc je n'en parlerai pas maintenant. Donc c'était axé sur les traitements d'élimination. Donc, à l'inverse de l'étude faite à Stellenbosch, nous avons eu la chance avec la WRI de pouvoir exploiter la vinothèque de vins à défaut de fumée qu'ils ont et de pouvoir choisir deux vins très différents, donc un pinot noir d'une part et un cabernet sauvignon d'autre part, présentant des niveaux différents de composés de fumée libres et liés. Tous les deux étaient jugés comme gravement atteints par le défaut smoke taints. Et donc sur ces vins, nous avons réalisé un protocole relativement complet, un plan d'expérience relativement complet, testant différentes doses d'enzymes, 2 grammes hectolitres ou 5 grammes hectolitres, et différents temps de contact, et puis bien évidemment un contrôle sans enzyme. Bon, à l'issue du temps de contact, donc 1, 3 ou 6 semaines, chaque échantillon a subi un traitement par bentonite pour éliminer l'enzyme, également le contrôle, même s'il n'y avait pas d'enzyme. Et ensuite, c'est un arsenal d'analyse qui a été mis en route par la WRI pour doser les glycosides, donc les cibles de glycosides, et voir les diminutions. Donc vous voyez 14 différents glycosides ont été dosés qui appartiennent aux différentes classes, donc aux monoglucosides, aux diglucosides, aux rhamnosides et aux apiosides. Donc on couvrait tout le spectre des glycosides d'arômes de fumée identifiés dans les vins. Et donc, on a fait ces traitements à 17 ou 23 degrés pour tester également l'effet température. Donc, je ne vais pas rentrer dans un détail poussé des résultats. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a un effet matrice important et que l'efficacité du traitement dépend quand même de la matrice, bon, sachant que les deux matrices n'avaient pas les mêmes compositions en glycosides. C'est tout à fait quelque chose que l'on rencontre de manière classique. Ce que vous pouvez voir, c'est que quelle que soit la température, donc sur le témoin, quelle que soit la température, hein, au bout de 6 semaines, même à 23 degrés, ces composés liés de fumée, de composés de fumée, sont totalement stables. Il n'y a pas de libération, donc c'est véritablement une libération qui va advenir au cours du temps. L'addition de notre enzyme révélation aroma accélère cette libération. L'effet dose est relativement négligeable dans le cas du pinot noir, un peu plus important dans le cas du cabernet sauvignon. Donc 5 grammes hectolitres, donc qui est une dose assez forte, et celle qui donne quand même les meilleurs résultats globalement, avec une diminution d'à peu près 30 à 40% des composés liés, donc la libération correspondante en composés libres, au bout de 6 semaines. Alors, c'est un taux global
et qui cache en fait des différences très significatives selon la classe de glycosides que l'on regarde. Et vous voyez que sur les 10 glucosides qui sont considérés comme étant peut-être les moins stables dans le temps, bien Révélation Aroma a véritablement une efficacité accrue de libération cette classe de composés qui engendre un fort risque de réapparition des odeurs de fumée. Donc pour conclure, puisque je n'ai pas suffisamment de résultats sur la phase 2 pour pouvoir vous les présenter, donc quels sont les messages que nous voudrions vous faire passer? C'est que ces composés donc de fumée sont bien présents et perceptibles en tant que composés libres dans les raisins, mais qu'ils existent également sous forme liée. Et je dirais que c'est le problème le plus important à considérer si on ne veut pas que tout ce qu'on met en jeu pour éliminer les composés libres soit mis à mal par la réapparition en bouteille des odeurs de fumée dues à l'hydrolyse naturelle des composés glycosidés. Donc il y a quelques actions en fermentation qui peuvent contribuer qui peuvent aider à la remédiation de ces problèmes-là et l'utilisation, le bon choix de souches de levure ou de scénarios de fermentation malolactique pour essentiellement essayer de maximiser les masques fruités ou épicés qui peuvent contrebalancer les odeurs de fumée. Et dans le cas de levure, donc avec 2013 et NT112, avoir un certain effet de diminution des composés libres. Tout va après fermentation alcoolique, avec cette nécessité d'enlever à la fois les formes libres et liées sur les vins jeunes. Donc l'utilisation de glycosidase, de Révélation Aroma, qui a montré son efficacité, donc entre 2 et 5 grammes hectolitres, mais le dosage de 5 grammes hectolitres semble quand même être le plus adapté. Je dirais à la température la plus élevée possible. En cave, il n'est pas question de chauffer les vins, bien évidemment, mais ne pas faire ces traitements-là avec des vins en dessous de 15 degrés. Sinon, le mécanisme va être très très lent. Et de laisser, et peut-être de piloter par des dégustations régulières, de laisser le temps à un enzyme d'agir. Donc, nous préconisons, à la suite des différents essais, au moins 8 à 9 semaines de temps de contact avant de faire le traitement par bentonite qui va éliminer l'activité glycosidasique. Et c'est véritablement une fois que vous avez fait ce traitement enzymatique que vous pouvez envisager de faire le traitement d'élimination à proprement parler, donc en utilisant extra-ferme, parois de levure ou des charbons actifs. Et j'insiste sur l'importance, quel que soit le produit adsorbant utilisé, de scinder au minimum la dose globale totale nécessaire en au minimum 2 additions pour accélérer ce phénomène d'absorption et véritablement déplacer l'équilibre vers une absorption plus complète des composés incriminés. Voilà, donc j'en ai fini avec la présentation. Donc je vous remercie de votre attention. Si vous avez besoin de plus d'informations au-delà des questions que vous pourrez poser tout de suite, vous pouvez contacter donc ma collègue Annabelle Côté de Nobrams ou Rémi Lebrun de la société Herbsleu, qui est la société donc qui distribue nos produits sur la France de manière exclusive.